Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour participer à cet événement sur les épaules des géants, un grand événement de vulgarisation, de médiation scientifique havrais. Et on est très très fiers de pouvoir vous accueillir dans cette bibliothèque universitaire de l'Université du Havre, qui est vraiment somptueuse. Son atrium se prête très très bien à ce genre de manifestation. On remercie toutes les équipes de la BU d'avoir pu comme ça nous accueillir dans de si bonnes conditions. On va passer à la deuxième séquence de cette matinée sur un sujet extrêmement important, tout à fait d'actualité. On a la chance pour parler de ce thème de donner la parole à deux personnes, deux chercheuses, chercheurs qui connaissent bien ces sujets. On va commencer par parler de la pollution invisible des nanoplastiques avec Julien Gigot qui va nous parler de sa recherche sur ce sujet. Vous allez voir, il a pas mal de choses à raconter. Et puis, on parlera ensuite de toxicité dans un second temps pour, à la fin de cet échange, donner la parole, bien sûr, au public que vous êtes et puis prendre toutes les questions possibles à la fin de cette conversation pour que vous puissiez tout simplement savoir plus sur les sujets qui vous intéressent par rapport à ces questions. Voilà, donc sans coup férir, je donne la parole à Julien Gigot, qui nous vient de l'Université de Laval, qui est chercheur au CNRS, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez un micro, vous avez une zapette, et l'idée, c'est de nous parler pendant quelques minutes de la pollution invisible des nanoplastiques. Je vous laisse faire votre présentation avec, je crois, quelques images en soutien. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis très heureux d'être là, un peu dans le jet lag, mais bon, si je m'endors, vous allez me réveiller, d'accord. Julien Gigot, je suis chercheur CNRS expatrié au Canada, donc, dans un laboratoire qui s'appelle TACUVIC, qui est une unité mixte de recherche entre le CNRS et Laval University. Donc, on est plusieurs CNRS à travailler sur les écosystèmes arctiques. Donc, on s'intéresse aux effets du changement global, tout ce qui est climat, pollution, sur à la fois la santé des écosystèmes et également sur les grands cycles biogéochimiques en Arctique. Donc, moi, je suis chimiste, personne n'est parfait, et moi, mon rôle, c'est d'aller documenter, caractériser la présence de contaminants, et en particulier des nanoparticules dans l'environnement. Donc, c'est une des raisons qui m'a amené à changer de laboratoire de Rennes pour aller au Québec. Donc, je vais commencer par vous faire peur. Je ne sais pas si ça marche. On verra. Voilà. Ça, c'est un graphique que tiré d'une publication de Elakam et al. En 2020. Pour moi, c'est le graphique que j'utilise assez souvent, qui montre un peu dans quelle panade on se trouve. Donc, en 2020, l'être humain a passé une nouvelle ère. L'être humain a produit plus de matériaux que la Terre n'a généré de biomasse. Donc, c'est pour moi un point de non-rupture et un point de non-retour. Et si on peut le traduire par d'autres chiffres, ça veut dire que chaque être humain ici dans la salle produit 2 fois son poids en déchets par semaine. Par semaine, oui. Ce sont les chiffres qui ont été calculés dans cette publication, que je vous invite du coup à lire. Et donc ce flux de matériaux que l'on produit, naturellement, on n'est pas en capacité de le traiter, de le recycler, de le réutiliser, et de manière tout à fait logique, donc il s'accumule dans l'environnement. Donc, c'est une photo qu'on a partagée qui a été prise en bord de Seine, donc pas très loin d'ici, je suppose. Donc, ça montre un petit peu. Après, vous êtes assez ouvert pour sortir dans la rue et vous rendre compte que les plastiques s'accumulent un peu partout, au bord des routes, dans les cours d'eau, dans les petits cours d'eau, dans les grands cours d'eau. Et de manière assez naturelle, ils finissent dans les grands gyres océaniques, dans les grands tourbillons que l'on vous retrouve dans les différents océans. Donc, on retrouve ces microplastiques, ces plastiques qui vont arriver dans l'environnement, vont se dégrader en petites particules. On parle de microplastiques qui font entre 300 microns jusqu'à 5 mm de diamètre. Et ce graphique illustre bien la distribution de ces plastiques en fonction de leur taille. Donc, les plus gros qui sont en haut, les plus gros qui sont donc en bas à droite, 200 mm, vous voyez bien qu'ils sont... Il y en a relativement peu, et quand vous voyagez quand même dans l'océan, c'est rare d'en trouver qui font plus de 200 mm. Mais plus vous allez en taille, plus vous descendez en taille, c'est-à-dire vous descendez autour de 1 mm, la quantité de ces plastiques augmente.
Et naturellement, la question en tant que physico-chimiste des nanoparticules, c'est se dire, est-ce qu'il y a du monde en dessous 300 microns? Donc là où j'interviens, c'est que depuis environ 10-12 ans, je vieillis, quasiment 14 ans maintenant, je mets au point des méthodes de pointe pour aller caractériser des nanoparticules à l'état de trace dans les différentes matrices environnementales. Et donc je me suis intéressé en 2014 par un coup de tête, même par un coup de défi avec mon employeur pour dire je suis sûr que les nanoplastiques existent dans l'environnement. Il n'y a pas de raison pour que le microplastique s'arrête au micro et qu'il ne se dégrade pas en plus petites particules, donc nanoparticules. Donc ces particules, on en retrouve partout, de plastique, on en retrouve partout, et jusque dans les hautes latitudes, que ce soit au Groenland ou même au nord de Norvège ou dans l'Arctique canadien, on observe une accumulation importante de plastique alors que la présence humaine est relativement faible par rapport au système subarctique. Donc voici le coupable. Donc, ce sont des nanoplastiques qui ont été échantillonnés ceux-ci ont été échantillonnés dans le Gyre Atlantique Nord en 2017. Donc ces particules sont relativement très hétérogènes en composition. Il y a plus de 72 plastiques qui existent et qui sont relargués dans l'environnement. Donc vous connaissez le polystyrène, le polyéthylène et le polypropylène, ce sont les principaux plastiques qui sont aussi les fibres qui composent vos vêtements, sachant que vos vêtements sont composés à 82%, 85% de plastique. Donc ces particules vont arriver dans l'environnement et vont subir des conditions naturelles relativement intenses, elles vont se dégrader, elles vont s'oxyder, elles vont se fragmenter. Ça fait ces particules qui sont relativement très éclatées en taille, avec une grosse surface spécifique, une taille qui va de quelques nanomètres jusqu'à plusieurs centaines de nanomètres. On parle de 0,1, de 100 nanomètres jusqu'à 800, 900 nanomètres. Et contrairement aux microplastiques, elle ne flotte pas, elle ne coule pas. D'accord ? Une microparticule flotte ou coule. C'est la densité qui va gérer son comportement. Une nanoparticule, ça va rester stable en solution. Ce sont les molécules d'eau ou les molécules du milieu dans lesquelles elles sont dispersées qui vont les maintenir en solution grâce aux collisions avec ces particules. Donc ces particules, elles ne sont pas soumises aux mêmes propriétés que les microparticules. Deuxième petite nuance, c'est contrairement aux micros que vous pouvez ramasser, vous pouvez récupérer et dépolluer les eaux, les nanos, c'est impossible. Voilà, c'est un peu comme si vous avez un sac plastique dans une forêt, et pour enlever le plastique, vous devez raser toute la forêt. On est d'accord, c'est inconcevable. C'est un peu pareil pour les nanoparticules. Elles font partie du système, elles sont intégrées dans le système, dans les grands cycles, et on ne peut plus les enlever. Et ces particules donc, vont avoir un rôle à jouer dans les prochaines années sur la dynamique des écosystèmes. Naturellement, moi, je me suis intéressé... donc, voici une photo un peu plus éclatée. Là, c'est une particule qui est à la frontière entre la micro et la nano. Elle a une particularité, c'est que c'est un agglomérat de différents plastiques. Donc, l'analyse a montré que c'était une particule qui était composée à la fois de polystyrène, de polypropylène et de polyéthylène. Ces particules plastiques se sont formées ensemble et sont regroupées ensemble et on fait une particule relativement stable et qui est quand même relativement abondante dans certains écosystèmes côtiers en particulier. Donc, les plastiques, tout le monde me parle à Julien, est-ce que du coup les plastiques sont toxiques? Est-ce que c'est dangereux pour nous? Si je dis oui, demain vous allez tous courir en dehors de la salle et dire on va tous mourir. Alors, oui, c'est sûr, on va tous mourir un jour. Mais le plastique, lui, pour moi, il n'est pas dangereux en tant que tel. Et je m'explique. Si vous mettez un sac plastique sur la tête, vous allez mourir. Vous allez suffoquer. C'est juste physique. D'accord ? En effet, si vous mangez trop de plastique ou si vous mettez du plastique dans les voies respiratoires, vous allez naturellement suffoquer. Dans l'environnement, le problème, c'est, vu les teneurs de traces que l'on retrouve, pour moi, le problème, il vient plus des additifs qui sont dans le plastique. Donc les métaux, les polluants organiques, donc les plastifiants, ce sont des molécules des molécules aromatiques qui sont relativement connues pour être toxiques. Et les métaux traces, donc le titane, le plomb, le cadmium, le chrome, l'arsenic, sont utilisés comme additifs pour donner des propriétés au plastique. La couleur, la résistance, une odeur des fois, ça arrive. Le plastique ont une odeur et ça vient de certains métaux.
Vous avez aussi des propriétés pour résister aux hautes températures, aux molécules, comment dire, aux tensioactifs par rapport aux fibres, pour qui permettent de garder la propriété de tension. Donc on met des métaux dedans également. Et ici, c'est une image qui a été mesurée par Synchrotron à Paris. Donc c'est une coupe de plastique. Donc en gros, en vert, vous avez le support. Et ce que vous voyez en mauve rose, c'est la surface du plastique. Donc si vous avez un plastique dans l'environnement, on va scanner la surface de l'interface plastique air. Donc en gros, je ne sais pas si j'ai un pointeur. Oui. Bah, parfait. Bon, le pointeur, ce sera mon doigt. Donc en fait, la partie verte, c'est le support où on a mis la plastique, et la partie mauve, c'est vraiment la surface du plastique. Donc, ce que vous voyez, les petits points rouges que vous voyez sont des nanoparticules de chrome et de plomb qui sont utilisés. Donc, chromate de plomb est un colorant. Et alors que les grandes, vous voyez, les sortes de nuages un peu mauve, un peu mauve clair, vous voyez, ce sont des nanoparticules de titane qui sont utilisées pour être résistants à l'UV. Les plastiques, nous avons mesuré à l'échelle petit micro nanoparticules dans l'environnement, entre 10 à 30% de la masse du plastique sont des métaux. Donc ça veut dire que ces plastiques qui arrivent en millions de tonnes dans l'environnement vont amener avec eux des teneurs de métaux qui sont largement supérieurs à ce qu'on a pu documenter en termes d'éléments traces métalliques relargués par les apports atmosphériques ou par les rejets des eaux usées, par exemple. C'est vraiment les plastiques qui vont contribuer de manière significative à ces apports de métaux. Donc naturellement, moi je me suis intéressé aux interfaces. Peut-être que je peux couper le temps que tout le monde s'installe. Naturellement, je me suis rendu compte que les interfaces glacées, les interfaces glace-eau, où la température avait un effet sur le comportement des nanoparticules. C'est une interface qui va permettre soit d'accumuler, soit de catalyser le transport de ces particules. Donc, naturellement, je me suis intéressé donc, à cette interface, et en 2020, j'ai pris ma femme et mes enfants et je suis parti au Québec pour m'intéresser à cet écosystème arctique, pour aller documenter la présence et de voir justement, pour aller mesurer si oui ou non ces plastiques nanométriques allaient avoir un impact sur l'environnement. Voilà, ça c'est la photo qu'on a prise il y a environ, c'était début août. On est parti avec mon équipe au pôle Nord. Donc là, vous voyez le petit monticule qui est juste derrière moi, le petit amas c'est le pôle Nord. C'est le 90-00. Voilà. Donc il n'y a rien de particulier, c'est de la glace. Il y en a encore. Il y avait 2,20 m de glace. Et la particularité, c'est que mon collègue Daniel, qui était juste devant moi, est tombé. Là, c'était une fosse, on a mis un capteur. Et en fait, dessous, vous avez 4000 mètres de fond. Et il y a juste une fine pellicule de glace. C'est 2 plaques de glace qui se sont accrochées ensemble. Et donc, j'ai fait mon rôle de sécurité en empêchant qu'il tombe dans une eau à moins 1,8 degrés. Donc, on a prélevé cette eau. Voilà, on était une équipe de 4 chercheurs avec, bien sûr, notre gardien contre les ours polaires, pour nous protéger des ours polaires, parce ils étaient en période de chasse à ce moment-là. Et on a été justement chercher de l'eau, de la glace, des melt ponds, donc c'est des sortes de piscines qui se forment sur la glace, d'accord, ce sont des lacs de fonte de glace, et qui ont la particularité d'accumuler tout ce qui se dépose par l'air. Et alors que sous la glace, vous avez tout ce qui arrive par les océans. Donc avec les deux, on arrive à comprendre les sources de nanoparticules. Donc voilà. Et donc là, on a un prélèvement de lacs de fonte avec le navire qui nous y a amenés au pôle Nord. Donc après, voilà, sur le site, ce qu'on fait, c'est qu'on prend beaucoup d'eau. On prend 50 à 100 litres d'eau qu'on va concentrer sur ce qu'on appelle des nanofiltres. Donc on concentre de l'eau. Et on arrive à mesurer ensuite dans cette eau, on va appliquer différentes méthodes de spectro de masse. C'est des méthodes de chimie. C'est comme les experts, mais en beaucoup plus réaliste et en beaucoup plus complexe. Donc on appuie sur le bouton, ça c'est vrai, mais ça nous met 1 an à avoir un résultat, alors qu'eux, ils l'ont en 5 minutes. Donc, je vais peut-être changer de métier, c'est peut-être plus rapide comme ça, je pourrais être plus productif. Et en fait, ce qu'on a fait aussi, c'est on a développé des nouveaux capteurs, parce que l'Arctique, c'est loin. C'est compliqué, ça coûte très cher d'y aller.
Ah oui, donc je vais avoir expliqué ce que c'est, sinon ils vont avoir peur. Donc on a mis au point des petits capteurs que nous allons intégrer dans des bouées qui vont être localisées en Arctique. On va laisser des bouées dérivantes dans la glace qui vont aller prélever de l'eau en continu. Et ces capteurs, que nous aurons récupérés une fois tous les 2-3 ans, vont accumuler des nanoparticules. Donc là, ce que vous voyez, c'est un canal qui fait quelques microns en long. Donc là, c'est très grand sur l'écran, mais ça fait quelques microns en long. Et les petits plots font environ entre 10 à 15 microns également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire transiter de l'eau sous la glace qui va être prélevée par la bouée dans cette puce. Et vous allez voir une accumulation naturelle de particules qui vient se colmater dessus. Donc vous avez une accumulation des nanoparticules. C'est un time-lapse sur environ 3 semaines. Donc vous avez une accumulation de petites particules et de grosses particules qui vont s'accumuler au niveau des plots. Et ensuite, nous, en tant que chercheurs, on va essayer d'adapter, on va récupérer ces puces, les intégrer dans notre système au laboratoire pour mesurer ce qu'il y a dedans. Et sur ce premier prélèvement, environ entre 1 à 5% de la matière colloïdale, donc entre 1 à 5% de la matière nanométrique qu'on retrouve dans l'océan Arctique est anthropogénique. Voilà. Donc elle est anthropique, elle vient. Donc le plastique, bien sûr, c'est le plus connu, mais je ne travaille pas que sur le plastique, je travaille sur les nanosuies, issus de la combustion les feux de forêt, les feux urbains, les pots d'échappement. Ça relargue beaucoup de nanoparticules qui vont s'accumuler, et c'est une de mes principales cibles. Les nanoparticules métalliques comme le TiO2, le fer, le plomb, le chrome sont des particules que je documente aussi, mais le plastique, c'est le plus connu, et donc c'est celui qui me permet de financer mes travaux de recherche, malheureusement. Donc voilà, pour le contexte. Merci beaucoup, Julien Gigot. On peut vous applaudir pour cette présentation très claire. Alors bien sûr, on va revenir avec vous sur un certain nombre de sujets. Si vous avez des questions, peut-être tout de suite, n'hésitez pas à en prendre. Moi, j'en ai bien sûr quelques-unes, mais je pense qu'on va donner la priorité à la salle. Juste une question, en allant vous voir, c'est la partie émergée de l'iceberg que vous êtes en train de regarder, sans mauvais jeu de mots par rapport aux photos qu'on a vues. Est-ce qu'on sait ce qu'on est en train de découvrir en termes de quantité, en termes d'évaluation du désastre? Est-ce qu'on a fait le tour de cette quantité de nanoplastiques présentes dans l'environnement? Est-ce qu'on sait la quantifier de manière fiable, ou est-ce qu'on se dit qu'il y a encore une inconnue sur ce volume total relargué dans l'environnement? Non, c'est que le début. Hein. On a fait que 2 campagnes de prélèvement. On commence à agréger plusieurs projets pour aller financer ces prochaines études. Donc là, on a encore de documenter la présence de quelques plastiques. On est en train d'augmenter le panel de particules. Donc on a 11 types de plastiques. On a 14 types de nanoparticules inorganiques, donc le titane. On essaie de monter plus large. Et maintenant, on va essayer de documenter les sources, d'où ça vient. Mais non, c'est que le début d'un long travail de documentation. Ouais. Bonjour, merci pour ce bel exposé. Je me posais la question de la matière organique dissoute issue des plastiques, là, ce qu'on appelle le DOM, qui par photo-oxydation aussi passe dans l'eau de mer. Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez, ou vous vous intéressez uniquement à la partie hétérogène qui se sépare bien de l'eau de mer, ou est-ce que vous regardez aussi les molécules organiques qui passent dans l'eau? Alors, très bonne question. Très bonne question. On s'intéresse également à la phase dissoute, donc la phase soluble, qui est non particulière. Donc celle-là, on la concentre sur des fibres spécifiques. Donc on a bien sûr les oligomères, les monomères, mais également les additifs qui sont organiques. Donc on a mesuré, on a publié en 2021, on a mesuré plus de 65 COV issus de la dégradation des plastiques présents justement dans l'environnement. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup de marqueurs de plastique qui étaient dégradés par les bactéries, parce que sur les plastiques, vous avez un biofilm qui va dégrader le plastique, et ça change la nature du monomère que vous avez retrouvé dans l'environnement. Donc on a une thèse en cours justement pour documenter quelles bactéries dégradent quel plastique et forment quel type de fragments dissous, d'accord, qui se dispersent, qui restent dans le volume d'eau, et qui se différencie de la taille des nanoparticules. Mais pour l'instant, ça c'est déjà faire avaler le nano à des décideurs, c'est compliqué. Alors pour leur dire que ça se redégrade Qu'est-ce qu'ils vous disent d'ailleurs, ces décideurs, quand vous leur parlez? J'imagine que vous êtes amené parfois à en rencontrer. Ils réagissent comment? La réaction classique lambda, c'est plutôt quoi? Ça dépend lesquels. On ne peut pas faire généralité. Les Canadiens sont assez inquiets.
et sont assez réactifs. En France, ça dépend. Je pense qu'il y a c'est des effets de mode, la science, toujours. Hein. On a tous connu ça. Il y a des moments où c'est toujours... Donc, à partir du moment où la pression sociale se fait un peu forte en disant il y a trop de plastique, bah, du coup, il y aura des réglementations. Mais en science, il y a toujours deux vitesses. Donc, on documente. Après, il y a un relais par le grand public. Et après, soit ça prend, soit ça prend pas. Et des fois, si derrière le grand public est un peu lassé par ces questions environnementales, bah, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ouais, donc c'est compliqué. Ouais. Il ne faut pas passer à autre chose. Je vous propose de donner la parole maintenant à quelqu'un dont on va entendre aussi les travaux. C'est Madame Joëlle Forget-Leray qui est juste là, qui vous a écouté avec beaucoup d'attention. On l'applaudit aussi. C'est notre seconde intervenante. Restez avec nous, Julien. Asseyez-vous. On va vous faire dialoguer tous les deux. On va bien sûr vous donner la parole pour que vous présentiez. Il y a des micros partout. Asseyez-vous. Installez-vous. On va vous faire dialoguer tous les deux. Et puis, vous allez nous présenter, Madame Forget-Leray, vous êtes professeure des universités. Hein, ici même, à Le Havre, vous allez présenter votre laboratoire et puis quel type de travaux vous menez. Toujours s'agissant de pollution, c'est de ça dont il est question, évidemment, dans cette masterclass. D'abord, un petit mot de réaction quand vous entendez la présentation de Julien Gigot. Qu'est-ce qui vous vient, j'allais dire, tout de suite à l'esprit ? Il y a des choses à faire ensemble. Vous partagez une forme aussi peut-être de... excusez-moi, je vais vous allumer le micro, si ce n'est pas fait. Ça fonctionne, oui, tout à fait. Vous parlez bien de... Ce qui me vient tout de suite, évidemment, c'est que ça serait très intéressant de travailler ensemble. On a juste échangé avant. Ah oui. Voilà. Juste avant de vous voir, là. Oui, voilà. D'accord. Après vous avoir expliqué ce que je fais, évidemment, je suis intéressée aux polluants qu'on a dans l'estuaire. Moi, je travaille dans l'estuaire de Seine particulièrement. Et effectivement, cette problématique des nanoplastiques, elle m'intéresse parce que mon espèce à moi, elle est toute petite. Elle fait 1 millimètre que j'étudie. Alors, on va la voir parce que vous êtes venu avec. Je voudrais montrer cette image. Vous ne travaillez pas spécialement sur les nanoplastiques, quoique vous pourriez, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais vous travaillez sur la toxicité, sur la pollution, la qualité des eaux rejetées dans l'estuaire. Ouais, voilà. En fait, ça fait 20 ans, je suis arrivée une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans ici, que j'étudie une espèce particulièrement qui est présente dans l'estuaire de Seine, dans très grande abondance. Ça représente la majorité du zooplancton. Alors, le plancton, ça vient du grec planctos. C'est Homère qui, en observant, il y a très longtemps, des organismes à la surface de l'eau, ça veut dire errant en grec, et c'est pour ça qu'on appelle le plancton comme ça, parce qu'en fait, ce sont des organismes qui ne sont pas capables, dans la colonne d'eau, de résister au courant. Donc, ils vont se déplacer en fonction du courant. Et dans le plancton, il y a la partie phyto, qui est algue, et la partie zoo, donc qui est animale. Et dans cette partie zooplancton, la majorité, plus de 60%, est représentée par des copépodes. Et en estuaire de Seine, celui qui est le plus présent, c'est Eurythemora affinis, que vous voyez ici. Alors pourquoi on le surveille? Pourquoi vous le regardez de près? Alors parce qu'il est à la base du réseau trophique. Pour qu'il y ait des poissons en Seine ou même des crevettes, il faut qu'avant il y ait des animaux qui lui servent de nourriture, et donc il est, on va dire, le gardien, et qui permet qu'il y ait une bonne nourriture au sein de l'estuaire de Seine et un développement du réseau trophique et d'un certain nombre d'espèces. Ça veut dire que si cette espèce vient à manquer, j'allais dire, ou si sa population réduit drastiquement, ça a un impact sur tout l'écosystème. Ça aurait un impact sur tout l'écosystème. Et il est aussi intéressant parce que il s'est adapté. Alors, ça peut aussi, le fait qu'on le trouve en très grande quantité et en abondance beaucoup plus importante que les autres, ça montre aussi que notre estuaire, il a subi l'impact de l'homme et l'impact des transformations qu'a subi l'estuaire, que ce soit des rejets de contaminants, mais aussi des transformations du transport, aussi des infrastructures. Et c'est le seul, en fait, qui s'est adapté. C'est le seul qui s'est adapté et qu'on retrouve dans tous les estuaires nord-atlantiques. C'est pas uniquement en France. C'est-à-dire, vous avez ça aussi au Canada, vous avez ça en Amérique du Nord, vous avez ça dans la partie même en Russie. Enfin, il y a beaucoup de cette espèce-là qui se retrouve dans les estuaires parce qu'il a une capacité d'adaptation, et c'est ce qui fait aussi que je m'y suis intéressée. Pourquoi il était là, pourquoi il avait réussi à rester, à être en abondance, et pourquoi il était le soutien de la vie dans l'estuaire. Et pourquoi est-ce que c'est un organisme qui est si précieux pour justement vérifier les niveaux de pollution? Et de quelle pollution parle-t-on exactement? Alors...
on accuse souvent les industriels. La pollution dans l'estuaire de Seine, elle est multiple. Elle va venir effectivement des activités industrielles. Elle va venir aussi des activités agricoles. Mais il ne faut pas oublier que l'estuaire de Seine, on a à peu près un tiers de la population française qui rejette tout ce que vous allez, de façon urbaine, qui rejette tout ce qui est liquide, ne serait-ce que de nos éviers, de nos lessives. Donc, c'est une pollution qui est multiple. Mais ça fait 20 ans, les tests, enfin, on va dire les dosages permanents qui sont faits, notamment, c'est très suivi par l'Agence de l'eau, mais par d'autres chercheurs, et beaucoup de chimistes travaillent aussi sur l'estuaire de Seine, montrent que certains contaminants anciens historiques diminuent. La problématique qu'on a avec les contaminants chimiques, et je pense que les chimistes, ils ont du boulot encore longtemps, c'est que certaines disparaissent, mais de nouvelles apparaissent. Voilà. C'est Il y a 2000 nouvelles molécules à peu près, on estime, par an, qui arrivent. Donc ça, c'est la pollution que vous regardez et multifactorielle, vous le disiez. Est-ce qu'on peut revenir à votre démarche scientifique pour reparler de cet organisme et de voir en quoi il vous permet de mesurer le niveau de cette pollution? Alors, il ne me permet pas de mesurer le niveau de la pollution, il me permet d'essayer d'évaluer des effets. C'est-à-dire que je suis écotoxicologue. L'écotoxicologie, c'est la science qui étudie un changement qui va être mesurable, observable, que ça soit au niveau moléculaire, cellulaire, physiologique ou au niveau d'un organisme qui va être lié à un individu qui aura été au contact d'une pollution présente ou passée, un contaminant, et qui va nous permettre d'observer des choses. Donc, il y a plusieurs biomarqueurs qui ont été développés. Donc, c'est une signature biologique qui permet de voir ces effets. Et donc, moi, je travaille particulièrement sur cette espèce pour une raison. Donc, je vous ai dit son importance écologique dans l'estuaire. La deuxième, c'est qu'elle est facile à élever et à utiliser au laboratoire, puisqu'elle a un cycle de vie très court. Elle va passer de l'œuf à l'adulte en 21 jours, et elle va avoir des mues successives, comme les crabes ou les crustacés, et elle va avoir 3 stades de développement très différenciés. Donc, nauplies, voilà, là, vous avez des femelles ovigères, nauplies qui sont juste à côté. Et donc, la femelle va produire un œuf qui va émettre des nauplies dans l'environnement, qui vont après changer de stade, devenir des copépodites, puis après des adultes. Et moi, je m'intéresse particulièrement à la première phase, la phase nauplienne, qui est la phase larvaire, puisque c'est la plus fragile. Et puis, en s'intéressant à cette phase la plus fragile, on est capable au laboratoire, dans des conditions bien sûr contrôlées, après avoir évalué à l'aide des chimistes les contaminants qui sont préoccupants en estuaire de Seine, on est capable de voir qu'à certains niveaux de contaminants, on va avoir des effets sur la survie, mais aussi sur la croissance et le développement de ces espèces. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont réussir à passer d'un stade à un autre, à faire les mues successives qui vont leur permettre d'être jusqu'à des adultes et pouvoir permettre à nouveau de se reproduire et maintenir la biomasse en fait de zooplancton dans l'estuaire. Quelles évolutions depuis combien de temps vous faites ce type d'études en fait? Est-ce que c'est suffisant pour regarder, pour revoir des évolutions? Oui. Alors, des évolutions, on suit aussi dans l'environnement. Donc, on arrive à avoir des évolutions de l'espèce liées au changement climatique. Donc, ce qu'on voit, c'est des modifications de la population, c'est-à-dire qu'avant, elle se promenait, pour ceux qui sont d'ici, entre le pont de Tancarville et le pont de Normandie. Maintenant, avec le changement climatique et les modifications aussi hydrologiques, elle remonte un peu plus haut. Donc ça, on voit des modifications dans la biomasse. Avant, on avait vraiment des pics qui étaient très présents au printemps et à l'automne, qui correspondaient à des pics phytoplanctoniques. Comme le phytoplancton, il n'a plus non plus ses effets de saison. Je ne vais pas vous dire, cette année au Havre, on n'a pas trop vu les effets de la saison. C'est pareil, il n'y a plus de grands pics. Donc, on ne sait pas à long terme. Il y a d'autres personnes qui sont plus en écologie qui étudient si ça va avoir des effets sur la biomasse, sur ce qu'on appelle le recrutement et sur le maintien de cette espèce dans l'estuaire. Mais ce que je vois, c'est que j'ai vais plus loin. Si vous voulez, à chaque fois, j'ai travaillé d'abord au niveau d'un organisme. On a travaillé au niveau des protéines. J'ai d'autres collègues qui travaillent au niveau du génome et du transcriptome. Voilà. Mais l'intérêt aussi de cette espèce, c'était de l'utiliser. Je pense que vous voulez m'amener à ça, mais je vais y aller. C'était de l'utiliser pour pouvoir développer un bioessai qui pourrait permettre d'évaluer la toxicité des rejets.
vous savez, on est soumis, la qualité de l'eau en France, elle est très surveillée. Il y a différentes directives qui s'appliquent. Il y a la directive 4 sur l'eau qui va évaluer la qualité des eaux de transition, donc qui sont les eaux estuariennes, mais aussi les eaux marines et les eaux douces. Et il n'y a pas beaucoup de bioessais qui sont utilisés en milieu, on va dire, de transition. Ces milieux de transition, ils sont particuliers parce que vous allez avoir des variations de salinité qui vont aller de 0 pour 1000 à 35 pour 1000 et des variations de température aussi qui peuvent être plus importantes en tous les cas qu'en milieu marin. Et là, donc, vous avez un petit schéma qui explique. Et là, c'est un bioessai qui va être développé. Donc, on va chercher dans l'estuaire des femelles qui portent des œufs, donc on appelle ça un sac ovigère. On les isole dans une eau qui va être propre pendant quelques jours pour leur permettre d'éliminer les contaminants présents. Il y a eu des études précédentes qui montrent qu'à peu près en 48 heures, le copépode est capable d'éliminer plus de 80% des hydrocarbures des HAP, par exemple, qu'il contenait, puisqu'on a une pollution dans certains, on va dire, hydrocarbures polyaromatiques en estuaire de Seine. Et puis, une fois elle va avoir pondu, on va récupérer les nauplies. Et ces nauplies-là, on va les exposer soit à des contaminants à différentes concentrations, soit à des échantillons naturels. Parce qu'on a aussi des suivis qui peuvent être faits dans les bassins portuaires, en sortie de stations d'épuration. Et on va regarder à différents points. Donc, on est obligé de les nourrir à J2. Donc là, ça veut dire J2, J3, J4. On va les nourrir à J2 et à J4 avec une algue rouge. Et on est capable, à la fin, de mesurer la survie, la croissance des animaux. Donc, au début, on va en sacrifier 50 pour avoir la taille moyenne des individus. Et puis, au bout de 4 jours, on va regarder sur l'ensemble des conditions d'exposition, si ça a eu le contaminant auquel on les a exposés a eu un effet sur la croissance, mais aussi on va compter le nombre de vivants et le nombre de morts tous les 2 jours pour pouvoir nous permettre aussi de voir si ça a un effet sur la mortalité. Est-ce que ça, c'est le type d'outil qui peut intéresser, je dis n'importe quoi, peut-être des agences de l'eau, des opérateurs privés, des associations? Et est-ce que ça peut faire l'objet d'une dissémination de cet outil? Peut-il être utilisé par d'autres que vous? Oui. L'idée, là, je suis dans un projet de prématuration. Donc, avant qu'on dépose un brevet, on est en train d'essayer d'évaluer, ça va dans l'année qui va venir, si ce bioessai, il répond différemment des bioessais du marché. Voilà, il y a différents bioessais qui existent déjà sur le marché, avec d'autres organismes, la Daphnie ou l'Artémie, qui sont aussi des crustacés. Les crustacés, en général, sont très utilisés parce qu'ils sont des espèces donc très représentées dans l'estuaire, mais qui sont connues aussi pour être assez sensibles à la contamination. On est en train d'évoquer la question des solutions peut-être possibles et le fait de pouvoir diffuser cet outil, ça fait partie des choses qui vont dans le bon sens. Je me tourne peut-être vers Julien Gigot. Sur le plan des solutions, je le dis vite, des pistes de solutions ou d'amélioration, est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils, des techniques qui, s'agissant des nanoplastiques, je reviens bien sûr à cette question des nanoplastiques, nous permettraient de penser qu'on pourrait non pas les enlever, ça serait trop facile peut-être de le dire comme ça, mais vous voyez, au moins de les repérer, de les isoler, de limiter leur nuisance. Bref, si on se transporte peut-être dans cet univers des solutions, on peut penser quoi? On peut dire quoi? On peut proposer quoi? On réfléchit sur quoi? Il n'y a pas de solution. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment il va se comporter dans l'environnement. On ne sait pas très bien. On arrive mal à documenter où il se forme réellement. Est-ce qu'il se forme directement dans la machine à laver ou dans l'évier, ou est-ce qu'il se forme, il augmente en fonction du temps une fois que le plastique est dans l'environnement. Donc on a du mal encore à savoir à quel moment il passe ce stade vraiment d'explosion en termes de nombre. Quand vous avez une microparticule dans un volume, vous en avez 1 million de nanos. Donc en fait, c'est très dur de savoir où il est, où il se forme. Alors oui, il y a des processus d'ultrafiltration comme ils font pour dessaler l'eau au Sahel, l'eau de mer en Israël, mais c'est très coûteux en énergie et le bilan carbone, il va être encore... Donc ça cause un autre problème de le traiter de cette façon, ce sujet. Ouais, je pense que les seules choses qui ont... Prenons le mercure, par exemple. Le mercure, il s'est accumulé dans les différents écosystèmes. Il a fallu plusieurs accidents industriels et un gros effort international pour mettre en place des réglementations. Et depuis environ 3 ans, on observe des teneurs qui diminuent.
Voilà, donc ça prend quasiment 26 ans. Donc, sachant qu'il y a 300 millions de tonnes par année qui se déversent, une augmentation prévue à 130% d'ici 10 ans de plastique. Donc même si je pense que bon, c'est pas grave. L'eau de mer aura une belle couleur, ça sera multicolore. Je sens poindre une petite touche d'ironie dans vos propos. Un peu. Mais alors, question que je vous pose d'ailleurs à tous les deux, là, il arrive parfois qu'un chercheur, qu'une chercheuse puisse se sentir un peu désabusé ou fatigué de travailler sur ces sujets. Vous portez des messages depuis maintenant plusieurs années. Vous avez parfois l'impression qu'ils ne sont pas toujours entendus comme ils devraient l'être. C'est facile de continuer à faire de la recherche sur ces sujets aujourd'hui en 2023, mentalement parlant? En écotoxicologie, c'est plus facile en 2023 que c'était dans les années 90. Pourquoi? Parce que y a la prise. Vous parliez tout à l'heure, Julien en parlait, c'est que c'est à la mode en ce moment. Voilà, il y a une prise de conscience, il y a de plus en plus une éducation qui se fait, et les gens sont beaucoup plus attentifs, en tous les cas, à la contamination. Donc, comme expliquait Julien, il y a des phénomènes de mode. Donc, c'est plus facile parce qu'on a plus facilement des financements sur ces sujets qu'à une époque. Et puis aussi parce que je pense qu'on a beaucoup évolué par rapport aux années 70, qui ont été les alertes avec les grands accidents technologiques. Il y a une plus grande surveillance et beaucoup plus de réglementations qui ont été mises en place pour limiter la contamination. Donc, je pense que c'est plus facile, mais c'est vrai que parfois... Julien Gigot, vous partagez cet optimisme? Alors, moi, je suis plus mesuré, dans le sens où, en tant que le chimiste que je suis, adore aller documenter la présence que derrière une particule anthropique, il y a quand même des particules naturelles qui sont hyper intéressantes à caractériser, à comprendre les écosystèmes. L'Arctique, ça reste l'Arctique, c'est quand même assez fou. Par rapport au message sociétal, excusez-moi l'expression, mais moi j'en ai un peu marre en fait, parce que j'ai l'impression de toujours, ça fait quoi, 8 ans que je travaille sur les plastiques, et les publications augmentent, les preuves augmentent, et ça change rien. Donc en fait, je suis pas base. Il y a des jours où c'est dur, quoi. Ouais, je pense que en fait, l'avantage, c'est depuis environ 3 ans, je travaille beaucoup avec les communautés autochtones arctiques, les Inuits, et j'ai noué des liens hyper forts avec eux. Ils sont 300 dans un village, ils ont des fois pas à nourrir, et je viens documenter la présence de nanoparticules, même locales. Des fois, ils brûlent leurs déchets à ciel ouvert, donc ils ont des problèmes. Donc, on documente un peu tout ça, et ils te lâchent pas, ils te lâchent littéralement pas le col, mais le col si tu pars sans solution. Donc ils veulent que tu restes. Donc c'est un problème identifié. Ah oui, en tant que tel, ils te lâchent pas de la communauté tant que tu n'as pas trouvé une solution pour qu'ils ne soient plus exposés. Et là, typiquement, je viens sur le terrain avec juste documenté et je m'en trouve piégé, dans le bon sens du terme, à trouver une solution. Et là, mon rapport à l'homme a changé grâce à ces contacts. Ils sont 300. Parce que eux, la crucialité de vos recherches, ils la ressentent pleinement. Parce qu'eux, ils se nourrissent que des ressources locales. On leur apporte des déchets. Ils ont des ressources locales qui sont de plus en plus contaminées par ce que l'on rapporte, parce que les grands courants océaniques ou atmosphériques leur rapportent. Ils n'ont pas le choix, en fait. On ne va pas les emmener dans un village près du Havre ou au Canada. Donc, ils ont besoin d'avoir des réponses concrètes. Ils ont besoin d'être impliqués dans la recherche. Et du coup, moi, j'ai trouvé un second souffle dans ma carrière par rapport à ça. C'est que, si je ne peux pas aider des grandes villes de 1 million d'habitants à comprendre qu'un plastique, c'est polluant, au moins... un autochtone qui, lui, il est réceptif et lui, il est prêt à faire des efforts. Donc, il est prêt à aller avec moi dans une réunion pour convaincre des décideurs politiques en disant arrête de m'envoyer des plastiques parce que j'en veux plus. Donc mon côté métropolitain me dit que j'en ai un peu marre, mais mon côté scientifique qui interagit avec des communautés me motive à des fois. On va prendre des questions dans quelques instants. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Je viendrai vous tendre le micro avec grand plaisir. Avant ça, je vous voyais discuter tous les deux avant la table ronde. Julien Gigot, je ne vous ai pas posé la question symétrique que j'aurais dû commencer à vous poser tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites? Comment réagissez-vous à la présentation de Mme Forget-Leray? Est-ce qu'il y a des choses dans ces travaux qui pourraient donner lieu à une réflexion partagée? Est-ce que, Mme Forget-Leray, l'idée de pouvoir regarder les nanoplastiques dans l'estuaire, ça peut se faire? Julien Gigot. Alors, 2 points. Quand vous mettez 2 scientifiques dans une même salle, c'est sûr qu'ils vont échanger et travailler ensemble. C'est juste inévitable.
La deuxième chose, c'est que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Le plancton, je ne savais pas que ça veut dire errant. Et j'ai appris, voilà, je suis content. Je vais pouvoir revenir dans mon laboratoire en disant que je me suis instruit. Deuxième chose, c'est que oui, les nanoparticules sont beaucoup associées au phytoplancton. Donc c'est colloïde, pour faire aussi mon côté un peu grec, ça veut dire espèce qui colle. Donc ça va se coller à tout ce qui erre dans la colonne d'eau. Et donc le phyto et le zooplancton. Donc oui, il y a le transfert trophique, c'est-à-dire le nano, il va être collé sur un phyto, va être mangé par le zoo va le manger, va le digérer, ça va tomber. Est-ce que ça va impacter la reminéralisation de la matière organique? Est-ce que ça va impacter le plus gros poisson? Là, j'ai accès depuis environ quelques semaines à du gras de morse et du gras d'ours polaire, donc je pourrais savoir s'il y a du transfert trophique. Donc ça rejoint un petit peu entre l'ours polaire qui est au-dessus de nous, hein, c'est notre prédateur direct, enfin direct. Pour des Normands, je ne sais pas si c'est direct, mais pour d'autres personnes, ça l'est. Donc voir un peu la différence entre ce que nous avons en nanoplastique dans notre corps, un phyto, un zoo, je pense qu'il y a plein de questions. Donc oui, naturellement, les biologistes, on les adore, même s'ils coûtent trop cher en termes d'expérimentation, on adore travailler avec eux. Plus cher que les chimistes, je ne suis pas sûre. Hein. Vous pourriez introduire cette problématique des nanoplastiques dans vos bioessais? Oui, on pourrait, en fait. La problématique des plastiques, alors il y a plutôt eu les microplastiques pour l'instant qui ont été publiés chez les copépodes, elle est diverse. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Julien, c'est que c'est une particule qui peut absorber soit des bactéries, mais aussi des contaminants. Et puis, elle a une autre problématique, c'est qu'elle peut modifier le poids du copépode et jouer sur ses migrations, en fait. Parce que cette espèce, elle n'est pas capable de résister au courant, mais elle va quand même, en fonction de la marée, descendre et monter la nuit. Elle fait des migrations journalières pour éviter ses prédateurs. En fait, hein, c'est comme ça qu'elle se déplace. Donc, il y a une autre problématique qui est la pollution lumineuse, mais ce sera un autre sujet qui perturbe parfois ces migrations journalières. Mais il y a des chercheurs qui commencent à étudier, en fait, en les faisant ingérer des microplastiques, que ça modifie le poids. Et donc, ça modifie leur façon de nager. Et ces espèces-là, la nage est très importante, le comportement natatoire, parce que c'est ce qui va favoriser la rencontre. C'est une espèce qui est sexuée du partenaire. Une femelle va rencontrer un mâle. Et si la modification de la nage est très importante, ça peut empêcher la femelle de rencontrer un mâle ou le mâle de rencontrer une femelle et donc de jouer sur l'espèce. Et puis, je pense aussi qu'effectivement, comme il étudie les sources, c'est un élément dans le transfert des nanoplastiques jusqu'au maillon, jusqu'aux morses, hein, jusqu'aux grands mammifères. C'est un des maillons qui est intéressant à regarder. Voilà. Mesdames et messieurs, y a-t-il des questions? Si c'est le cas, je viens vers vous avec ce beau micro rouge. Regardez, hop. Et vous pouvez préciser à qui s'adresse la question, si c'est le cas. Bonjour, je voulais savoir... En fait, les microplastiques ou nanoplastiques, plus on avance, plus on voit qu'il y en a beaucoup un peu partout. Et est-ce que vos travaux portent aussi sur les sols et dans le cas où des microplastiques ou nanoplastiques étaient enfermés dans les sols, encapsulés, est-ce que vous identifiez des enjeux? Alors oui, on a eu un projet qui a été financé par l'ADEME en 2017, qui s'intéressait il y avait une pratique dans les années 80-90, c'était d'épandre les résidus de décharge sur les champs agricoles, surtout dans le sud de Paris, c'était beaucoup utilisé. On a documenté les micros nanoplastiques dans des colonnes de sol, et en fait on s'est rendu compte que les micros restaient dans la phase supérieure, beaucoup, donc dans les 10 premiers centimètres du sol, mais que les nanos ils étaient lessivés avec l'eau de ruissellement pour atteindre les nappes phréatiques et les rivières. Donc on a pu documenter des comportements différents en fonction de la taille et aussi du plastique, parce que dans les années 70-80, le PVC, c'était le plastique le plus à la mode, et on a migré vers du PET pour les bouteilles de plastique ou du PE, PP, et du coup, ça, on le voit également dans la distribution des plastiques en fonction de l'utilisation. Donc il y a l'effet de taille, l'effet de composition. Bizarrement, on a vu que on a aussi documenté certaines espèces de bactéries qui allaient dégrader le plastique. Donc mais pour l'instant, ça prend le gros, comme il reste sur place, ça prend du temps, donc il se dégrade, donc c'est dur à documenter les effets. Le nano, il part directement, donc on va directement prendre de l'eau, c'est beaucoup plus simple et ça se diffuse. Ouais, ça se diffuse.
Merci beaucoup. Une autre question, une remarque? Non? Alors on va s'approcher de la fin de cet échange. Pour terminer, une question que je vous adresse à tous deux. C'est quoi votre prochain challenge, votre prochain défi s'agissant de vos thématiques de recherche? On parlait de projet de prématuration tout à l'heure, on peut peut-être en redire un mot. Julien Gigot, vous venez de diffuser des belles photos de déplacement. Y a-t-il un autre départ qui se prépare? Voilà, les prochaines étapes dans vos recherches respectives. Alors les prochains départs, oui, on a plus de 140 jours par an en Arctique, donc là on va aussi en Antarctique bientôt, mais l'Arctique, on a deux gros enjeux, donc travailler les communautés pour trouver des solutions, et également on va essayer de faire des carottes de neige et de glace au Groenland ou à Devon pour aller documenter depuis quand ces nanos existent. Donc on va faire ce qu'on appelle un traçage de l'Anthropocène, des grands mots, hein. J'adore ces mots-là. Un traçage de l'Anthropocène d'un point de vue nano, pour voir à quel point, depuis quand elles sont là, en fait, et depuis quand on commence à avoir des teneurs relativement importantes pour essayer de voir si les nanos peuvent avoir un effet sur le climat ou sur les grands cycles naturels. Madame Forget-Leray, quelque chose qui Le vient. projet de Prémat, c'est bien, mais c'est presque plus de la recherche puisqu'on en est à valider. Prochain challenge, j'espère avoir, je vais savoir ces jours-ci, un financement de l'ANSES, c'est d'essayer de documenter les effets du lithium, parce que vous savez qu'on en a dans nos batteries, qu'en France, on parle de réouvrir et d'extraire le lithium, puisque la France en aurait, et qu'il y en a dans toutes les rivières, et que c'est très peu documenté sur la toxicité, tous les cas chez les invertébrés aquatiques. Donc voilà. Très bien. Écoutez, on va vous souhaiter de bons travaux. Il y a fort à faire. Grâce à vous, on avance sur ces sujets. Merci mille fois. Puis on vous espère aussi une belle collaboration dans les prochains mois ou années sur ces thèmes pour lesquels vous êtes tellement investis. On les applaudit, nos intervenants. Merci à vous. Merci beaucoup.